Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Une semaine sur deux, le Podcapsuleur reprend la route et vous emmène à la découverte des brasseries françaises. Dans chaque épisode, nous rencontrons des hommes et des femmes au parcours de vie extrêmement variés qui un beau jour ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité et le dynamisme du milieu brassicole. Saison 7, épisode 9, Antoine de Sutter et Yann Ledard, brasserie de Sutter à Gisors, dans l'Eure. Cet épisode du Podcapsuleur vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec la brasserie de Sutter. Nous sommes en Normandie, aux confins de l'Eure, à Gisors, à 2 pas de l'Oise et donc de la région des Hauts-de-France, à quelques kilomètres du Val d'Oise et donc de la région Île-de-France. C'est à Gisors qu'en 2012, Frédéric et Antoine de Sutter implantent leur brasserie. 2 ans plus tôt, les deux frères, ingénieurs de formation, installaient une première picobrasserie faite de briques et de brocs dans le garage de leurs parents. Lorsqu'ils se lancent en 2012, leurs ambitions sont modestes. Ils espéraient produire 1500 hectolitres de bière en fin de carrière. 10 ans plus tard, ils brassaient déjà 35 000 hectos et employaient une quarantaine de personnes. Le déménagement du site de production en septembre 2021 a permis à la brasserie de s'agrandir, de progresser tant dans le développement de ses marques qu'en termes de RSE. Et vous allez le voir, les projets sont encore nombreux. Le jour de notre visite, c'est Antoine de Sutter qui nous accueille. Bonjour, je m'appelle Antoine de Sutter. Bienvenue à la brasserie de Sutter. Nous sommes à Gisors, c'est en Normandie et c'est le bout de la Normandie, c'est un peu un carrefour. On n'est pas très loin des Hauts-de-France, on n'est pas très loin de la région parisienne. Voilà, et c'est là que débute l'histoire de la brasserie de Sutter. Elle débute même en 2010 dans le garage familial, le garage de tes parents, de vos parents, puisque dans cette aventure de la création de la brasserie, tu es parti, Antoine, avec ton frère Frédéric. C'est d'ailleurs même lui qui m'a un peu traîné dans cette histoire parce qu'il est plus âgé que moi, donc il a commencé à s'intéresser à l'aventure un petit peu avant moi, et on a commencé effectivement pendant nos études chez nos parents en pur amateur. On a commencé vraiment dans des petites casseroles. Et puis, chemin faisant, on a fait des études d'ingénieur agro, donc on avait des matières à l'école qui étaient vraiment spécifiques à la fermentation, etc. Ça nous a intéressés. Et c'est un process qui est assez facile à reproduire chez soi, de brasser. Les résultats sont très aléatoires, mais en tout cas le principe de base est assez simple. On a commencé comme ça, on a pris des casseroles de plus en plus grosses au fur et à mesure, jusqu'à la fin de nos études se dire voilà, on teste et puis on verra bien. On ne voulait pas investir parce que le marché à l'époque n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, donc on a bricolé avec des tanks à lait. Voilà, en gros, on a autofinancé 8 000 € de matériel divers et variés, de briquets de broc. Et on a commencé comme ça en 2010 chez nos parents. Ouais. On a fait 1 an et demi chez eux. On a démarré en juillet en 2010. On a fait 300 hectos en 6 mois. 700 hectos l'année suivante, en 2011. Ça nous a permis d'avoir un exercice comptable complet à présenter aux banques, de faire un dossier un peu béton, parce qu'on a été voir beaucoup de banques différentes qui nous ont gentiment rionné quand on leur a dit qu'on voulait faire de la bière. Encore une fois, on parle d'une époque qui a révolu aujourd'hui. Enfin, voilà, la bière artisanale il y a 10-12 ans. Et on a fini par trouver un banquier et on a trouvé un bâtiment dans Gisors qui faisait 1200 mètres carrés à l'époque. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. On a acheté 4 fermenteurs et un bloc chaud à l'époque. Tout le reste c'était que du matos, l'embouteilleuse et tout le reste c'était encore à la main. Et voilà, et ça c'était en 2012, le premier déménagement. Vous aviez pris le temps pendant 1 an et demi de tester le marché, de faire des essais, de créer des recettes, de développer un peu la marque. Comment s'est développée la brasserie par la suite pendant toute cette période avant le grand déménagement de 2021? On n'a pas eu trop le temps de relever la tête. À partir du moment où on a déménagé à Gisors, tout s'est enchaîné très vite. On avait depuis le début développé une gamme de fûts. On a fait du fût dès le début, parce que pour nous c'est plus simple. On avait une embouteilleuse tellement pourrie que c'était plus simple pour nous de faire du fût. Et comme on est à côté de Cergy-Pontoise, on n'est pas très loin de Cergy-Pontoise, c'est une région, une ville qui est très étudiante où il y a beaucoup de choses qui se passent en associatif. Des copains de copains avec des associations, etc. On a vite fait du fût pour eux.
Et spéciale dédicace à une association qui s'appelle les Roulottes Russes. C'était nos tout premiers clients à l'époque. Et voilà, et puis après, du coup, en déménageant, on a commencé à augmenter les capacités de prod gentiment. On a développé plusieurs rêves permanentes dans la gamme. À l'époque, on n'avait qu'une gamme qui s'appelait les Folies, qu'on a toujours aujourd'hui, qui est une gamme qu'on réserve aux CHR et aux associations, et cavistes, épiceries fines, qu'on fait en bouteille et en fût. Donc on a continué à développer cette gamme-là. Après, un peu plus tard, on a fini par racheter une embouteilleuse d'occasion un peu moins pourrie, et puis finalement une ligne neuve, une petite ligne neuve. On avait une Chimec à l'époque. Et ça nous a permis de développer une gamme exclusive grande surface qui s'appelle les 3 chariots, en bouteille de 33 et 75, petit à petit. Et en parallèle, juste après, on a développé une 3e gamme qui s'appelle l'État Sauvage, qui est une gamme bio, qu'on fait en bouteille et en fût, qui est présente dans tous les circuits de distri. Ça, c'est vraiment nos 3 gammes permanentes et référentes. Et par la suite, on a développé des gammes éphémères, en barrique, ou pas, voilà, des trucs beaucoup plus exclusifs qu'on fait en canette. On travaille en collaboration à chaque fois avec des artistes différents qui nous font la créa graphique. Ça, c'est assez sympa comme gamme. Nous, ça nous permet de faire de la veille sur des méthodes de brassage et des ingrédients qu'on n'utilise pas d'habitude. Ça permet aux brasseurs de s'amuser. C'est intéressant à tout point de vue, pour le consommateur et pour nous. La première vraie salle à brasser de la brasserie de Sutter, c'est une grosse machine, 50 hectos. On brasse pas tous les jours, ça laisse du temps pour faire d'autres choses. Ouais, c'est ça. Quand on a emménagé en 2012 à Gisors, donc on est passé de Temps-Calais, dans lequel on brassait 6 hectos, ce qui était pas si mal déjà à l'époque, à une salle à brasser 2 vaisseaux full manuel de 50 hectos qu'on avait acheté chez Vélo à l'époque. Et ouais, clairement, 50 hectos, tout le monde nous regardait avec des grands yeux, parce que quand on avait un bloc chaud de 20 hectos à l'époque, c'était déjà un gros bloc chaud. Sauf que Vélo nous a dit comment vous voyez dans X années. En fait, si vous achetez 20 hectos, vous allez passer votre temps à brasser. Et il avait raison. 50 hectos au tout début, c'était pas du tout flexible pour nous parce que ça faisait des gros brassins. Donc on brassait 2-3 fois par semaine. Sauf que du coup, le temps qu'on passait pas à brasser, on le passait à faire autre chose, à commercialiser, à créer des nouvelles recettes, etc. Et donc dès le début, on a eu un bloc chaud de 50 hectos. On a pimpé pendant 10 ans, on l'a bien essoré, on l'a changé, on a finissé à 25 000 hectos à l'année avec. Pendant pratiquement 10 ans, la brasserie se développe comme ça et atteint très vite sa capacité maximum, 25 000 hectos. Et là, il faut franchir une marche supplémentaire, changer de braquet. Ouais, c'est ça. À partir de 2018, on a commencé à vraiment étaler 3. On a commencé à mettre des cuves sur le parking, à réduire la taille du parking, puis à plus avoir de parking du tout. Il restait dans la cour la place pour que le semi-remorque il rentre en marche arrière et qui reparte en marche avant sans faire demi-tour. Et c'est devenu plus possible. On est arrivé à saturation en 2019-2020. Que si on voulait continuer à se développer, il fallait déménager. Ouais. Et c'est ce que vous avez fait pour arriver sur le site où tu nous reçois aujourd'hui. Un grand site, c'est une grande brasserie, parce que, on va le dire tout de go, vous êtes passé de 1200 m² à 7000 m² de locaux, ce qui permet beaucoup de choses. Oui, c'est ça. On a cherché longtemps un site à reprendre parce que en fait on n'a pas énormément de critères mais on en a quelques-uns et du coup ça réduit vite les possibilités. Il nous faut du gaz de ville. Il nous fallait un site qui soit bien placé, accessible en poids lourd, avec une puissance électrique suffisante. Enfin voilà, il y a quelques critères comme ça. Et finalement, la liste était courte. Il fallait qu'on reste en Normandie, dans une région où on est frontalier avec plusieurs autres départements, comme tu disais. Effectivement, nous, c'était important pour nous qu'on reste en Normandie. Donc on a fini par trouver dans Gisors, enfin à Gisors toujours. C'était un coup de bol. Et oui, un autre critère qu'on s'était mis nous-mêmes, c'est qu'on voulait pas empiéter sur de la terre agricole pour pas réduire la surface agraire. Du coup, on a fini par trouver un ancien site industriel pollué où ils faisaient des rails à placo principalement. Du coup, le site a coché toutes les cases, vraiment même au-delà de nos espérances, parce qu'en plus, il se trouve être hyper bien placé géographiquement. Donc, il est accessible, il est sur la route la plus passante de Gisors. Donc, ouais, le fait d'avoir emménagé dans un nouveau site, au-delà
au-delà du fait qu'on puisse continuer à se développer en termes de quantité, ça nous permet de nous projeter vers plein de choses. Ça nous a permis de nous structurer en production et en gestion de nos déchets. On est très sensible à ça avec Fred depuis le début. Quel est l'impact environnemental de notre brasserie? Du coup, on peut développer plein de choses. Donc depuis cette année, on est certifié ISO 14001, ce qui nous oblige à continuer à nous structurer sur ces sujets-là, donc autant environnementaux que sociaux. On a modifié plein de choses dans notre façon de travailler avec tous nos salariés. On a créé des pôles et on réfléchit justement à comment améliorer au quotidien nos impacts. Tout ça, on ne pouvait pas le faire sur l'ancien site où la seule problématique, c'était de se retourner sans se cogner. On va pouvoir mettre des panneaux solaires, on va pouvoir faire plein de choses, quoi. Oui, alors justement, les investissements, vous en avez déjà fait pas mal, mais il y en a encore d'autres à faire pour être toujours plus vertueux, améliorer toujours son impact sur l'environnement. Tu parlais des panneaux solaires, ça c'est pour l'année prochaine, avec un système qui permettra de stocker en quelque sorte cette énergie solaire. Oui, c'est ça, c'est exactement ça le principe. On travaille avec une toute nouvelle société normande qui a développé un principe de stockage d'énergie sous forme d'eau congelée. Et en fait, ils sont en phase de pré-industrialisation et on travaille avec eux. On est les premiers industriels avec lesquels ils travaillent, donc c'est hyper intéressant. L'idée à terme, pour être vraiment efficient, c'est de travailler avec les panneaux solaires, mais quand on aura nos panneaux solaires, on va autoconsommer 35% de notre consommation totale grâce aux panneaux solaires. Donc ça, c'est déjà une première chose qui est intéressante. Le surplus en panneaux solaires, après, il est vendu sur le réseau. Là, l'idée, c'est de récupérer une partie de ce surplus pour congeler de l'eau qui sera restituée au fur et à mesure de la prod sur les groupes froids. En fait, ça va permettre de refroidir les gaz du groupe froid. Et donc en gros, cet outil-là, il va permettre de nous faire économiser à peu près 20% de ce que consomment les groupes froids en électricité. Ils stockent de l'eau sous forme congelée. Et après, le fait de refroidir les gaz des groupes froids, ça a fait dégeler l'eau. L'eau revient sous forme liquide et les rebelotes, ça recommence le lendemain. Ouais, donc un système hyper vertueux finalement. Ouais, c'est très vertueux, c'est hyper intéressant. C'est complètement dans l'air du temps. Alors, cette expression-là ne veut pas dire grand-chose, mais oui, effectivement, on est très attaché à notre impact, comme on le disait tout à l'heure. Et le fait d'avoir changé de site et d'avoir atteint une taille critique aussi en brasserie, ça nous permet de nous pencher sur plein de problématiques comme ça qui ne sont pas notre métier premier, qui est celui de faire de la bière, mais c'est des problématiques hyper intéressantes et puis qui sont primordiales pour notre avenir et celui de nos enfants, clairement. Donc l'enjeu, c'est de consommer moins, de consommer mieux. En termes d'électricité, en termes d'eau aussi, on fait très attention à notre consommation d'eau. Donc, pareil, maintenant qu'on a changé de site, on s'est rendu compte que on avait à peu près 50 hectos d'eau qu'on rejetait à l'égout par jour, qui est de l'eau propre en fait, qui sert c'est l'eau de condensation des fumées du bloc chaud, c'est l'eau de refroidissement des pompes, c'est l'eau de la pompe à vide de l'embouteilleuse. En fait, ça, c'est de l'eau propre ou très peu chargée, qu'on est en train de recapter là, pour restocker dans une bâche d'eau. On va la rejaveliser en ligne pour être sûr que ce soit propre. Et cette eau-là, on va la remettre dans la pompe à vide de l'embouteilleuse. Et on va aussi s'en servir dans le prélavage de nos fûts. Clairement, c'est de l'eau propre qu'on va éviter de jeter. 50 hectos d'eau par jour, c'est énorme. Et ça va nous permettre, en plus de moins consommer d'eau, d'éviter de consommer de l'eau propre et chaude, parce que là aujourd'hui notre enfuteuse elle est branchée sur notre bâche d'eau chaude, alors que c'est pas foncièrement nécessaire d'utiliser de l'eau chaude. Donc non seulement on va utiliser moins d'eau, mais en plus ce sera de l'eau qui sera pas chauffée, donc moins de consommation de gaz, etc. quoi. Il y a aussi un projet pour devenir autonome en CO2, puisqu'évidemment, comme toutes les brasseries, vous produisez et rejetez du CO2. Et puis, un autre sujet qui est intéressant et propre à la brasserie, c'est le trouble, les résidus de brassage là, qui sédimentent au fond des cuves. Aujourd'hui, on les jette peut-être un peu généreusement, parce qu'on voudrait surtout pas avoir de trucs qui flottent dans notre bière. Mais là, on va pouvoir les essorer encore un peu plus, donc à la fois récupérer du produit et avoir moins de déchets finalement. C'est ça exactement. Alors encore une fois,
C'est la taille critique qu'on a atteint qui nous permet de faire tout ça, mais ça c'est 2 projets qu'on va mettre aussi en route l'année prochaine. Le CO2, effectivement, on va le recapter, le filtrer et le compresser et puis du coup l'utiliser, donc on sera autonome en CO2. Bon, de toute façon, l'écologie va de pair avec l'économie, ça c'est une évidence. C'est forcément vertueux parce que on arrête de se faire livrer en camion qui viennent. Alors nous ça va, on a un gros site de production de CO2 à Rouen, donc c'est pas très loin, mais c'est quand même des camions sur la route. Et puis quand le site de Rouen il produit pas, on a du CO2 parfois qui vient d'Espagne. Enfin voilà, c'est complètement débile. Ça sera plus écolo et puis de toute façon c'est du CO2 qu'on n'achètera pas, donc c'est aussi plus économique pour nous. Donc ça c'est intéressant. Et le deuxième projet effectivement c'est de réduire les freintes du brassage, donc les pertes en gros. Là aujourd'hui on a à peu près 8% de freintes au brassage, donc entre le volume qu'on brasse et le volume qu'on met en fermenteur, il y a 8% de freintes. Et en plus dans ces pertes là, donc c'est le trub très majoritairement. Et le trub c'est très chargé en organique, donc c'est beaucoup de DCO à retraiter dans les stations d'épuration, c'est 8% de produits qu'on chauffe pour rien parce qu'après on le met à l'égout, c'est 8% de matières premières et d'eau qu'on utilise pour rien aussi parce que tout ça va à l'égout. Donc l'idée c'est de séparer le solide du liquide, donc c'est d'extraire le mou qui est présent dans le trub. On va centrifuger le trub en fin d'ébullition et on va passer de 8% de perte à 0,5%. Encore une fois, c'est 8% de déchets qu'on va produire en moins, donc c'est vertueux écologiquement et puis économiquement aussi ça l'est. On a calculé que ça permettait de remonter notre coût de revient de 2% environ. Donc dans des périodes comme aujourd'hui où notre coût de revient il explose parce qu'on se fait matraquer dans tous les sens par nos fournisseurs de matières premières et autres énergies, c'est pas vital mais presque. Ouais. Un autre point d'intérêt de ce déménagement, c'est que ça a permis de renouveler l'embouteilleuse et en tout cas la ligne de conditionnement, plutôt qu'embouteilleuse, puisqu'elle fait non seulement de la bouteille mais aussi de la canette. Oui, c'est ça. On a changé toute notre ligne de conditionnement. En parallèle du déménagement, on a changé la ligne et puis au début on n'était pas spécialement intéressé par ça, mais en fait au fur et à mesure qu'on cherchait quel matériel on allait choisir pour comme embouteilleuse, etc. La canette a commencé à faire parler d'elle un petit peu. Et puis on a fait le choix de se donner la possibilité de pouvoir encaneter. Donc aujourd'hui on a une ligne de conditionnement mixte verre canette. Donc on l'utilise un petit peu pour nos séries limitées et qu'on ne fait que en canette. Pour l'instant ça reste marginal en volume. Par contre là à partir de cet été on va lancer une gamme en supermarché en canette de 50 centilitres. C'est une gamme qui s'appelle la DS. Donc on aura une DS blonde, une DS triple et une DS IPA. 3 recettes qu'on a validées là et qu'on ne va faire qu'en canette de 50 centilitres en supermarché. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un linéaire qui commençait à prendre de la place dans les supermarchés et qui était encore assez pauvre en choix de brasserie et de goût, etc. Du coup, on s'est dit pourquoi pas. Nous poursuivons notre découverte de la brasserie de Sutter en visitant la brasserie en compagnie de Yann Ledard. Bonjour Yann, nous sommes dans le cœur du réacteur. Ah là on est dans la vraie partie prod, là où ça travaille vraiment pour la création des bières. Est-ce que tu peux nous faire visiter l'endroit ? Oui bien sûr. Là on est du coup dans la partie brassage. Donc c'est là où on va vraiment créer les recettes depuis le départ, où les brasseurs vont vraiment prendre les matières premières, les mélanger, sélectionner leur malt, leur houblon pour créer le goût. Et on va passer du coup à tout ça au concasseur. On va broyer un peu le malt pour récupérer le sucre naturel, on va dire, du malt. Et on va l'envoyer en ébullition. Donc là on va faire plusieurs paliers de température pour bouillir la matière première, récupérer ce sucre. Et ensuite on va le filtrer, on va dégager ce qu'on appelle la drèche. Donc ça va être le seul déchet qui existe dans la brasserie. Et ça on va le donner tout simplement aux agriculteurs, aux fermiers, ou maintenant il y a certains boulangers qui récupèrent ça. Alors au niveau de la cuve d'ébullition,
Donc on va mettre nos mélanges de malt dans la cuve d'ébullition, on va passer sur 5 paliers de température. Donc là on est sur du 50 hectos sur la cuve. On va rajouter le houblon qu'on a sélectionné. Donc dans notre cuve, en dessous de nos cuves ici, on a 4 petites cuves où la machine va balancer les pelets de houblon. Et là c'est là qu'on va aussi choisir au niveau de nos bières, si on veut plus du style IPA ou du style un peu plus typé belge ou de la pale ale, les styles de bière qu'on veut. Une fois nos paliers de température atteints, on va stopper du coup cette ébullition. Et là, on va le transférer du coup en fermenteur. On va rajouter la levure et le sucre naturel du malt va réveiller la levure et créer l'alcool. Là, ça va être un gros travail du coup au niveau de notre labo où la personne va toujours venir prendre des tests et voir si il n'y a pas de contamination, qui est très important. On va quand même changer de cuve. Il ne faut pas que la bière soit en contact avec l'air ambiant. Que du coup c'est d'autres bactéries sinon qui seraient en contact avec la bière, ça changerait le goût, ça peut infecter la bière. Il va tout le temps regarder du coup le niveau de degré d'alcool une fois qu'on a atteint le degré qu'on veut. Si on prend par exemple notre bière triple, dès qu'on a atteint nos 9 degrés, on va stopper la fermentation, on va refroidir totalement la cuve qui va endormir la levure. La levure du coup va retomber au fond de la cuve, on va la récupérer et mettre la même levure sur l'autre cuve qui est en fermentation. Comme ça, on garde toujours ce même goût de levure qui sera dans toutes nos bières. Comme ça, c'est quand même mieux quand vous allez en magasin ou en caviste d'avoir une bière qui a continuellement le même goût, qui ne changera pas de goût entre chaque brassin. On se trouve maintenant au pied des fermenteurs, alors c'est quand même un peu impressionnant, on dirait une forêt de fermenteurs. Il y a une capacité de fermentation d'environ 4000 hectos. Donc ouais, c'est assez impressionnant parce que du coup, ça fait vraiment l'effet arbres plantés, ils sont tous bien rangés, ils sont tous en ligne. Sachant qu'en plus, quand ils sont tous vraiment à pleine capacité, c'est en route, on a vraiment cette odeur déjà de bière, on a le bruit aussi qui sont sous pression, donc on a une petite jauge de soupape qui balance le gaz en surplus. La chaleur aussi, mine de rien, la bière qui est dedans est encore chaude pour pouvoir activer la levure. Maintenant, quand c'est en travail constant, c'est assez impressionnant. Ouais. Du coup, si on suit notre trajet de la bière, si on prend l'exemple de nos bières triples qu'on disait au début, on a atteint notre degré de 9 degrés. Le labo nous donne le feu vert. On refroidit la cuve, on récupère la levure, on la met dans la deuxième cuve. Et cette bière-là, du coup, elle a le taux d'alcool, elle a le goût, mais elle n'a pas encore le gaz. Donc là, ça va être un autre travail. Donc on va passer à la zone de préparation. On va l'envoyer dans des cuves qui sont plutôt rondes, on va dire. Où là, on va chercher plutôt à faire le gaz. On va chercher quelque chose d'homogène. Là, on va avoir un choix, parce que nous, on fait fermentation bouteille, ou sinon, on fait une saturation pour les fûts. Là, ça va être très important, parce que si on se dit que notre bière triple est pour le fût, on va mettre sous pression, en fait, la cuve, et on va forcer du CO2 à rentrer dedans. Du coup, la bière va assimiler ce gaz, et ça, on va l'envoyer, du coup, en zone enfûtage. Si c'est pour de la bouteille, on va resucrer la bière, donc toujours ce système d'avoir du sucre pour pouvoir activer une fermentation, en fait, par la levure. Et on va l'envoyer en embouteillage où là il y aura de la levure qui va être mise dans la bouteille, la bière sucrée va être mise dans la bouteille. Bien sûr ça va suivre le chemin de l'embouteillage avec le bouchon, l'étiquette, tout ce qui est légal. Et on va le renvoyer en chambre chaude avec la chaleur. La levure va se réveiller, va manger le sucre. Donc là c'est une levure différente qui est faite que pour créer du gaz. Et donc le gaz va se créer naturellement dans la bouteille elle-même. Donc au bout à peu près d'une semaine en moyenne, on a notre bière qu'on peut sortir du coup de la chambre chaude, la mettre en chambre froide pour endormir encore une fois les levures. Et elle est consommable à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi que dans nos bouteilles, on a un lit au fond de la bouteille, c'est le dépôt de levure qui est constamment là. Moi j'aime bien appeler ça des bières vivantes, c'est des bières qui travailleront toujours. Alors on a déjà vu ça dans d'autres brasseries, mais chez De Sutter c'est le cas aussi, il y a une brasserie dans la brasserie. C'est ça, oui, c'est une mini brasserie dans la grande brasserie. C'est une zone qu'on appelle la Pico. Donc c'est l'endroit où on va pouvoir tester des nouvelles recettes plutôt que tester sur des cuves énormes et louper une bière et devoir tout jeter. On teste sur des petits fermenteurs. Du coup là par contre il n'y a pas de machine semi-automatisée, tout est fait encore à la main. Le brasseur doit monter à l'échelle dans la cuve, mélanger à la pelle à la main, donc c'est un peu plus fastidieux comme travail, mais au moins ça permet de revenir à l'essentiel du brassage et apprendre vraiment la base du brassage. Et du coup là on est sur des fermenteurs de 500 litres, on va tester de nouvelles recettes, on va tester les nouvelles matières premières. La brasserie de Sutter a la chance d'être entourée de champs d'agriculteurs. Donc on a assez souvent des personnes qui viennent nous voir pour nous proposer de nouvelles matières, des nouveaux maltes, des nouveaux houblons, des nouvelles choses. Ça nous permet de pouvoir tester aussi ces matières.
Comme ça, on peut valider si ce goût peut être intéressant pour nos futures bières, ou le houblon aussi, des choses comme ça. Et surtout, dans la Pico, c'est qu'on va créer des nouvelles recettes. On va les proposer directement en pression à notre bar. Donc la cuve sera directement branchée à notre tireuse. Et les clients pourront boire et goûter les prochaines bières ou des bières très éphémères qu'on va proposer. Peut-être même valider une bière qui sera finalement proposée plus tard dans le magasin. Le rythme de production des bières éphémères? On essaie de tenir un rythme de sortir une bière éphémère tous les 3 mois. En tout cas, vraiment la bière éphémère, donc c'est une gamme à part chez nous, c'est une bière un artiste. Les brasseurs créent une recette, on cherche un artiste. Donc ça c'est intéressant parce que c'est toute l'entreprise en fait qui va voter pour ça. C'est pas juste les patrons qui disent ils veulent ça, c'est tout le monde participe entièrement, c'est des votes internes pour l'artiste, pour le nom des bières. Donc on sélectionne un artiste, on sélectionne un nom, le brasseur et l'artiste vont bosser ensemble, le brasseur pour créer la bière, l'artiste pour créer l'étiquette. Et on crée à chaque fois des choses qui sortent un peu du lot. Et ça, on essaie de proposer ça tous les 3 mois. Après, on a des gammes éphémères, mais on va dire éphémères dans nos gammes classiques, comme par exemple la Vache à lait, qui est une gamme éphémère dans la gamme des folies. Ou ça, c'est des bières d'été, donc on sortira que pour printemps-été. On a des bières d'hiver qui sortent que pour automne-hiver. Et ça, c'est quelque chose qu'on l'a créé une fois et ça revient juste de temps en temps. Tu parlais des matières premières. Vous sourcez essentiellement localement ou vous avez des matières premières qui viennent de plus loin? On est vraiment sur du local. Comme je disais avant, on a la chance d'être quand même entouré d'agriculteurs. On essaie d'avoir pratiquement que du local. Au point où, on n'est pas encore autonome là-dessus, mais on a ouvert notre propre biolaire à 20 minutes d'ici, 20 à 30 minutes d'ici. On y travaille à avoir notre propre houblon. On a sorti pour la première fois notre propre bière avec notre propre houblon ramassé nous-mêmes. Donc c'est du travail. C'est un travail en plus de la brasserie, parce que c'est vraiment un autre métier. On n'est pas vraiment super autonome, on y arrive. Tout ce qui va être malt, même pour le bio, on arrive à trouver du local. Au-delà des matières premières, nos produits dérivés aussi, on arrive à trouver du local, on arrive à trouver du produit français. On veut travailler vraiment qu'avec ça. Alors Yann, nous avons pris un peu de hauteur pour admirer d'en haut la zone de conditionnement. On a la vue sur la grosse zone embouteillage et la vue sur la zone enfûtage. Donc cette partie-là, ça a été aussi un des plus gros investissements, on va dire. Donc la zone embouteillage, avant on était sur des machines qui étaient pratiquement embouteillées presque à la main. Donc on n'arrivait pas à suivre la cadence, c'était un peu compliqué entre le brasseur qui envoyait quand même pas mal de cuves et l'embouteillage qui n'arrivait pas à suivre ou inversement. Donc ça a été aussi le pourquoi du déménagement, donc une plus grosse machine. Là, cette machine-là, du coup, elle est semi-automatisée. Par contre, c'est là qu'on se rend compte que l'humain doit toujours être sur place. Donc on a des employés qui sont constamment autour de la machine à vérifier si tout se passe bien, mettre les mains aussi dans le cambouis. Faut pas hésiter à changer des boulons, à changer même tout le circuit en fait. Quand on change le format, il faut changer entièrement tout le circuit pour chaque format. Là ici du coup, pour expliquer un peu la zone d'embouteillage, c'est un rythme un peu effréné. Parce que du coup, une cuve, quand elle est branchée sur l'embouteillage, il faut la finir. On ne peut pas prendre de pause, on ne peut pas faire quoi que ce soit, parce que du coup, dans la bouteille, il y a déjà eu le sucre, il y a déjà eu la levure qui est dedans. Donc là, il faut absolument vider la cuve, se dépêcher pour pas que la fermentation commence pendant que c'est dans le circuit d'embouteillage. Sinon, ça peut avoir une bouteille qui saute, un bout de verre qui rentre dans le circuit. Donc là, c'est vraiment quelque chose où ils sont constamment en train de courir. Donc la zone d'embouteillage qui est un peu hypnotisante, surtout la machine qui est au fond là-bas, on voit les bouteilles qui tournent, qui se remplissent, qui se nettoient, c'est assez marrant, ça fait toujours ce petit effet. Donc cette zone-là, il y a 3 personnes qui la gèrent principalement. Donc on a Momo qui est le chef de cette partie-là, qui a l'œil partout, qui regarde tout le temps, qui règle toutes les machines. Donc là le but de cette machine-là, on a la cuve qui est raccordée, donc on suit toujours notre chemin de la bière triple. Elle est raccordée directement à la machine. La bouteille va être sanitée, va être lavée. Ensuite, elle va y avoir la levure et la bière qui va rentrer dedans. La bouteille va être remplie et va être envoyée dans le serpentin qui va être embouchonné ou capsulé. Ça dépend de notre format de bouteille. En 75, c'est du bouchon. En 33, c'est de la capsule. Là, dans ce stock tampon, la machine, il y a des petites cellules. Les bouteilles passent devant une petite cellule et on va dire repérer les petits défauts. La bouteille est assez remplie, pas assez remplie, le bouchon est bien mis, la capsule ou pas. Si c'est pas bon, ça dégage la bouteille de côté et comme ça, mon collègue Momo peut récupérer la bouteille et la remettre au début du circuit pour pas avoir de gâchis.
Ensuite, ça passe par le sèche-cheveux, on l'appelle comme ça. C'est une machine qui va laver la bouteille et la sécher. Pour 2 raisons. Un, ça va passer ensuite à l'étiquetage. Il faut bien que la bouteille soit propre pour pouvoir coller l'étiquette. Et 2 aussi, parce que c'est quand même plus sympathique d'avoir une bouteille qui soit propre et jolie que d'avoir une bouteille avec le petit côté collant de la bière qui est tombé sur le côté. Ça repasse en fait dans un stock tampon où là l'encartonneuse du coup va sélectionner le nombre de bouteilles. Si on se dit que c'est du 75 centilitres, la machine sait que c'est par 6 bouteilles. Elle va récupérer dans le stock tampon 6 bouteilles, les aligner et enrouler le carton autour. C'est collé avec de la colle biodégradable. On va mettre tout ce qui est légal, code barre, degré d'alcool, nombre de bouteilles, tout ça. Et ça passe à l'arrière du coup de l'embouteillage pour faire la palettisation. Et surtout, à ce côté-là, c'est la chambre chaude. Donc là, c'est ici que ça va rester une semaine de plus. Les cartons, quand ils sont mis sur palette, c'est pareil, ils sont collés entre eux. Ça évite de mettre du film plastique un peu partout pour caler les bouteilles. On veut pas de ça. C'est comme dit tout à l'heure, on essaie d'avoir que du produit de qualité bio, des produits de la région. Mais c'est pareil, grâce à une de nos collègues, on a été certifié ISO 14001. On ne rejette pratiquement rien dans la nature. On travaille sur le recyclage, on travaille là-dessus. Donc on ne veut pas mettre de plastique à tout va, on ne veut pas mettre de produits chimiques, on ne met rien de tout ça. Donc ça a été aussi un gros travail de la brasserie aussi pendant ces 2 ans là-dessus. Là, l'embouteillage, ça a été un gros changement par rapport à l'ancienne. Donc avant, on avait vraiment un petit débit. On tournait aux alentours des 7000 bouteilles à l'heure, si je me souviens. Là, on a pratiquement triplé ça. En moyenne, sur un brassin, ils vont sortir à peu près 80 000 bouteilles. C'est plutôt pas mal. On a un débit qui envoie pas mal. Ça nous permet aussi de stopper un peu ces ruptures de stock. Et du coup, la rupture, ça fait de la pub. Quand ça dure trop longtemps, c'est plutôt négatif. Et donc futeuse ? La zone en futage, là, on n'a pas investi sur le pauvre collègue qui est ici. Donc là, il est encore à faire des fûts à la main. Donc la zone en futage, ça va être un peu le même système, on va dire, que pour les bouteilles. On va récupérer le fût, on va le saniter, bien sûr. Ensuite, ça passe donc 4 par 4. La machine ici va les laver. Et ensuite, fût par fût, un par un, mon collègue va les récupérer, va remplir le fût, mettre sur palette. Et ça, par contre, il n'y a pas de chambre chaude. Là, c'est consommable directement. Donc là, une fois que c'est sur palette, ça va directement dans le stock. Et là, du coup, les commandes peuvent être envoyées. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Yann, on se retrouve au bar de la brasserie. Alors c'est aussi l'un des avantages de ce récent déménagement, c'est que on a gagné en surface aussi bien en production qu'en logistique, que pour les bureaux, la partie administrative, mais aussi pour l'accueil du public. Ici, on a un immense bar qui s'ouvre complètement grâce à des portes qui s'ouvrent en accordéon. On ouvre complètement sur la terrasse et là, on peut accueillir un max de monde. C'est ça. Alors, dans l'ancienne brasserie, on avait un petit côté bar, il y avait un petit peu de pression. C'était dans la boutique, il n'y avait pas non plus un espace pour pouvoir vraiment s'asseoir ou pouvoir vraiment profiter de la brasserie, on va dire. On faisait quelques concerts, mais était un peu plus en centre-ville. On devait se calmer un peu sur le son, sur les horaires. Là, voilà, avec ce nouveau bâtiment, on est vraiment excentré des maisons. Donc là, on a pu ouvrir vraiment une vraie taproom au final. On a 15 bières pression, qu'on renouvelle assez souvent, qu'on met bien sûr nos bières Pico, du coup qu'on peut tester des nouvelles recettes des brasseurs. On fait des concerts assez souvent, donc tous les jeudis soirs, vendredis soirs. Là pour l'été, c'est vrai qu'avec les portes en accordéon, ça donne vraiment une grande ouverture sur une terrasse. Là c'est vraiment quelque chose un peu plus familial, on peut se poser et venir boire ou manger un petit truc. On attaque notre dégustation par la givrée, la blanche de la brasserie de Sutter. Donc c'est une blanche, on a voulu travailler pour sortir un peu du lot des bières blanches qui plus classiquement, plus souvent, c'est bon. De toute façon, c'est bière de blé automatiquement, mais c'est toujours écorce d'orange, coriandre, des choses qui, dans l'idée générale, n'a pas beaucoup de goût. Donc nous, on a voulu retravailler une blanche ou donc travailler sur le blé, donc blé local. Travailler surtout sur le houblon. Donc on a une blanche qui est légèrement houblonnée, qui a un peu plus de punch, on va dire. Alors visuellement, du coup, pour une blanche, on est sur quelque chose qui est très clair. On a quand même ce côté blanchâtre qui apparaît,
mais on a vraiment une belle couleur qui laisse passer la lumière. On a une belle mousse qui tient quand même. Au niveau du nez, on a vraiment ce blé qui ressort, mais on ressent en fin d'odorat le petit houblon qui apparaît. Et au niveau du goût, du coup, on a la bière blanche qui est là, donc ce côté blé qui est assez rond quand même, qui donne quand même un petit goût un peu fruité, j'ai envie de dire. Et ce petit retour houblonné, ce petit amertume qui vient un peu bousculer les papilles et qui donne un peu plus de punch. Deuxième dégustation. On va passer donc sur un autre style. Donc là, on va aller sur la Brand Folly, notre gamme des folies du coup. Là, on est sur une blonde typée abeille belge. Donc on est vraiment sur quelque chose plutôt sur la rondeur. Visuellement, on est sur une belle robe blonde, bien limite, qui tire un peu sur le orangé. On a une mousse assez légère quand même. Au niveau du nez, on va vraiment la plus porter sur le malt. Bien plus, là, dans ce coup, cette bière-là, on va réduire un peu le dosage de houblon. On va pas chercher à avoir quelque chose qui va porter sur l'amertume, mais plutôt sur de la rondeur, sur quelque chose un peu plus puissant. On n'est pas trop fort non plus, on est sur du 6,5 degrés. Et au niveau de la bouche, là, on va être un peu vraiment plus porté sur le mélange de malt. On va vraiment sentir plus ce côté céréal qui va ressortir dans la bière. Troisième dégustation. On va passer du coup sur de la Pico, donc nos mini cuves de recherche de recettes qui est branchée directement au bar. Donc là, les noms sont pas non plus super recherchés sur la Pico, on appelle ça la Super Crazy. On a déjà une IPA en vente, donc c'est la Crazy IPA. On a fait en fait une recherche pour travailler sur le dry hopping. Sur une IPA, du coup, on l'a appelée la Super Crazy, tout simplement. Donc c'est une grosse recherche sur le houblon, sur le dry hopping, pour voir comment ça se travaille, sur notre recette de base, tout simplement. Et du coup, on est à la limite d'une NEPA. Enfin, on n'est pas officiellement sur la NEPA, mais on frôle ce nom-là. Donc au niveau visuel, on est vraiment sur quelque chose qui a beaucoup plus de couleurs. On est vraiment sur une belle blonde orangée. La mousse, on est sur une belle mousse bien blanche qui tient bien, surtout au bord du verre. Au niveau du nez, on va vraiment avoir ce côté, déjà ce côté très houblonné et ce côté limite fruité qui va ressortir. Et au niveau du goût, on va avoir cette amertume. Et on va avoir c'est pour ça que je dis qu'on frôle la NEPA, on va avoir ce petit côté fruit de la passion qui va ressortir légèrement sur cette bière-là. Alors là, on va un peu monter en gamme, en degrés on va dire. Donc là, on va passer sur une quadruple. Quelque chose qui est bien malté, on a vraiment forcé sur le malt pour vraiment ressortir ce goût-là. Alors, on monte à 10,5 degrés sur celle-ci. L'avantage de nos bières, c'est que on ne va pas rajouter du sucre en surdose. En fait, au moment du brassage, on va vraiment chercher à récupérer ce sucre naturel des matières premières. Du coup, on va avoir très peu de résidus de sucre qui va rester dans la bière. Donc pour une bière à 10,5 degrés, elle va être très désaltérante, elle ne va pas être lourde ou écœurante. On ne va pas sentir, ça c'est le retour un peu qu'on donne à chaque fois, on ne va pas sentir ces degrés-là. Mais ouais, ils y sont quand même. Alors, la zinzin du coup, quadruple à 10,5 degrés. Pour une grosse quadruple, on est sur, au niveau visuel, quelque chose d'assez clair, limpide, avec un beau doré. La mousse est bien blanche, bien épaisse, bien volumineuse. Au niveau du nez, on va vraiment sentir le céréal. On a vraiment travaillé là-dessus pour vraiment que ce soit vraiment une bière que sur le céréal. Et au niveau du goût, du coup, on va avoir le côté désaltérant de la bière. On va quand même sentir cette puissance. C'est quelque chose qui a quand même du goût, qui a du caractère. Mais on ne va pas se rendre compte que c'est une bière à 10 degrés. Et on va avoir quand même une légère amertume qui va là adoucir cette puissance aussi. Cinquième et dernière dégustation. On est sur la gamme éphémère du coup, une bière, un artiste. On est sur la Catarina Acid Trip. Donc une sour à la cerise, fraîche, bien sûr. Bière acidulée, bien sûr. Là, au niveau du visuel, on a un beau rouge rosé, très très clair. Au niveau de la mousse, on est sur une mousse qui tient un peu sur le rosé aussi, qui tient un peu au bord du verre. Au niveau du nez,
On a cette odeur de cerise vraiment qui vient vraiment bien prendre le nez. Et surtout au niveau du goût, on va avoir ce côté acidulé, sec et ce côté cerise fraîche en fait qui va venir. Donc on va avoir le côté cerise et en retour, on va avoir limite ce petit côté un peu boisé du noyau qui n'est pas désagréable. Et donc ça, c'est la gamme éphémère. Ça, c'est la gamme éphémère, du coup, une bière, un artiste, qu'on vient de sortir juste là. Donc c'est pareil, c'est des gammes où on fait des petites quantités. On fait petite quantité en canette, petite quantité en fût. Et du coup, c'est un peu les bières du moment qu'on sort à peu près tous les 3 mois. Merci à Yann Ledard, Antoine de Sutter et à toute l'équipe de la brasserie de Sutter pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez aussi à soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.